Chez les peuples anciens, parmi les mythes qui remplissaient les fonctions de la culture orale populaire, c'est-à-dire les contes ou les fables morales et religieuses, bon, qu'on a remplacé aujourd'hui par Nabila ou Énergie 12, il existait des récits qui permettaient d'organiser et d'interpréter les phénomènes et les mystères naturels, notamment celui de l'origine des mystères du monde. Les mythes grecs du commencement établissent la théogonie, c'est-à-dire la généalogie et la hiérarchie des dieux, qui est un préalable nécessaire à tout discours mythologique. C'est-à-dire que sans cette théogonie, la mythologie, il n'y en a pas, on la comprend pas, elle sert à rien. Les récits des origines décrivent les étapes au cours desquelles un monde s'ordonne, les figures les plus primitives de la vie sortant progressivement de la confusion. À chaque apparition d'une divinité première, le monde s'élabore. Il n'est donc pas livré tel quel, brutalement, et l'ordre et l'harmonie se créent par étapes pour se perpétuer. Si certains écrits évoquent les puissances aquatiques, Océanos Thétis, aux origines de toute chose, le commencement peut être relié à d'autres forces, d'autres motifs. L'éternité tyrannique de Chronos, Saturne chez les Romains, la présence de la nuit originelle, Nyx, la béance du chaos, l'énergie transformatrice d'Eros, l'énergie transformatrice d'Eros, l'amour, ou la générosité de Gaïa, la terre. De ces êtres dérivent, comme des émanations, d'autres entités ou puissances qui ne sont pas encore tout à fait des dieux aux traits humains. Ainsi apparaissent Uranos, le ciel, le flot marin ou les ténèbres. Hésiode est un poète grec qui décrit cette théogonie. Il fait sortir de l'abîme, du chaos, l'amour et la nuit. Et de Gaïa, de la terre, le ciel et l'océan. De l'union de Gaïa et du ciel, parce que le ciel sort de Gaïa, puis s'unit avec elle. Sale, hein? Et c'est souvent comme ça. De l'union de Gaïa et du ciel vont sortir les 12 titans, dont le cadet s'appelle Chronos sans H. Celui-ci va rendre possible le début de l'histoire, faite de lutte entre divinités rivales en châtrant son père. En châtrant son père! Père jaloux de ses propres enfants. Le thème du conflit entre le roi paternel et sa descendance est très présent dans la mythologie gréco-romaine. C'est un peu le complexe d'Oedipe de Freud avant. Au cours des premiers temps du monde, il se répète 2 fois de suite. Après s'être révolté contre son père, Chronos prendra soin d'avaler ses enfants pour les écarter du pouvoir. Bah oui, forcément. J'ai volé les couilles de mon père et comme on dit tel père, tel fils, mieux vaut prévoir. Bon, et dans le doute, je vais même mettre une petite armure à couilles, c'est une bonne idée. Mais il sera renversé par l'un d'entre eux, Zeus, le plus connu. Aidé de sa complice et maîtresse Métis, la ruse, Zeus cédera lui aussi à l'ivresse du pouvoir solitaire, mangeant à son tour la titanide Métis, enceinte de lui. Eh oui, il la bouffe, pour éviter qu'un futur descendant ne prenne sa place à son tour. Mais Athéna, la déesse de la raison, fille de Métis et de Zeus, se développe à l'intérieur de son père. La biologie des dieux, cherchez pas, c'est comme ça. Le faisant atrocement souffrir. Oui, car les dieux grecs ne sont pas tout puissants, ils ont mal, ils ressentent des choses, ça vous l'aurez compris. Héphaïstos, ou Vulcain pour les Romains, dieu forgeron, lui fend le crâne, faisant sortir Athéna brillante et toute armée. Oui, parce que quand on fracasse le crâne de Zeus, il en sort une putain de déesse, du style Scarlett Johansson. Mais si on fend le tien de crâne, qu'est-ce qu'il en sort, un petit animal, tout pourri, qui demande qu'à être tué, je pense. Tue-moi, je suis moche, et pitié. Après cette entrée de l'intelligence Athéna sur la scène divine, le récit de la création mouvementée du monde peut s'ouvrir sur les rapports entre humains et immortels. Car c'est la seule qualité commune entre les dieux et les hommes. L'intelligence. Pas pour toi. D'ailleurs, nul ne peut évoquer la création du monde sans songer à celle de l'homme. Né de la volonté des dieux de se divertir et de se faire servir, tranquillou bilou, ou sorti de l'argile pétrie par le bienveillant Prométhée. Oh oui, pétris-moi, Prométhée. Pétris-moi. Prométhée qui osera voler le feu sur l'Olympe pour l'offrir à l'humanité. L'homme ne peut s'imaginer que comme une copie imparfaite des dieux. Même très imparfaite, n'est-ce pas? Toi-même tu sais. Comme alternative à la cosmogonie, récit de la formation du monde, d'Hésiode, celui qui est le poète qui raconte ça, qui retrace l'établissement d'un ordre politique hiérarchique, on peut citer les mythes orphiques des origines, qui contestent un ordre déchu et relatent la succession du temps ou nuit. De cette nuit sort un œuf duquel est issu le brillant Eros. Cet œuf cosmogonique revient souvent dans les différentes régions du monde,
À partir de là, le récit décrit la dégradation progressive et fatale d'une perfection initiale. Pas si parfaite donc, hein, puisque elle dégrade. Par la distinction des sexes. Merci mesdames, merci. Celle-ci entraîne la multiplication des dieux et leur lutte fratricide. Le monde est ainsi livré au malheur et à un morcellement indéfini. Et cette déchéance, elle atteint son point ultime avec l'apparition des hommes. Et surtout de toi. Tous ces récits illustrent cette variabilité du mythe de création du monde, qui n'est pas seulement une collection de fables, mais qui traduit un réel effort d'organisation du monde par la raison. La mythologie emprunte ainsi à toutes les expériences de l'homme dans la nature et adopte différentes formes de discours, épiques, politiques, philosophiques ou théâtrales. Elle n'est pas uniquement religion, science ou folklore, mais tout ensemble. Une œuvre mouvante de civilisation.